Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je suis là devant vous, immobile comme vous, enfin immobile par rapport à vous. Et comme vous le savez, il faut se méfier des apparences. C'est en tout cas ce que pensait un certain Albert Einstein, qui en 1905 a démontré que quand on est immobile dans l'espace, en fait, on va très vite dans l'espace-temps. En fait, on fonce à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Sa théorie, qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte, stipule en effet que tout va tout le temps à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, vous comme moi, nous parcourons dans l'espace-temps 300 000 kilomètres. Et sa théorie énonce également que lorsqu'on se déplace dans l'espace, en fait, on change la direction de notre trajectoire dans l'espace-temps. Et que ce faisant, on diminue la vitesse avec laquelle on va vers le futur. Autrement dit, se déplacer dans l'espace-temps, plutôt dans l'espace, c'est ralentir la vitesse avec laquelle on prend de l'âge. En d'autres termes, aller vite dans l'espace, c'est finalement lutter contre le vieillissement. Mais évidemment, il ne faut pas rêver. C'est pas avec des petits footings à 15 km/h qu'on peut espérer jouer sur ce tableau. Mais ça me semble être une leçon intéressante de considérer que la seule façon de maximiser la vitesse avec laquelle on va vers le futur, c'est l'immobilité. Alors évidemment, ce qu'on appelle la course contre la montre, qui est le sujet d'aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Ce qu'on appelle la course contre la montre, c'est le fait d'être pressé. Très bien. Mais il faut être précis à propos de se presser. C'est-à-dire, il faut savoir de quoi l'on parle. Et donc, mon propos ce soir sera de réfléchir avec vous à nos façons de dire. Est-ce que nos façons de dire, en l'occurrence cette course contre la montre, reflètent ou trahissent nos façons de vivre? La première chose qu'on peut remarquer, c'est que être pressé, c'est pas la même chose que se hâter. On se hâte quand on fait prestement mouvement vers un but singulier qu'on a choisi. Autrement dit, on est tiré, aspiré vers l'objectif qu'on désire. Et donc la hâte a toujours à voir avec l'impatience, avec l'élan, avec même l'excitation parfois. C'est d'ailleurs très simple. On se hâte quand on a hâte. C'est la hâte que nous éprouvons qui détermine la hâte de nos activités. Et donc la hâte est toujours dynamique, dynamisante, et elle peut être joyeuse. Alors que être pressé, c'est tout à fait autre chose. Le fait d'être pressé n'est pas le résultat d'un désir, mais au contraire d'une contrainte, d'une obligation. On n'est pas aspiré par l'échéance, on est poussé vers elle, souvent contre son gré. Et parfois avec un sentiment de faute, avec l'idée que si on échoue, alors on sera éjecté de sa propre vie. Comme si le fait d'échouer, en l'occurrence de ne pas arriver à vaincre le temps, faisait que notre vie n'était pas méritée. Nous ne méritons notre vie que si nous la menons tambour battant, à bout de souffle en quelque sorte. Et cette course contre la montre, elle peut nous consumer, nous brûler. C'est ce qu'on appelle le burn-out. Mais elle peut aussi, quand elle est maîtrisée, nous donner le sentiment d'exister davantage. L'urgence, il y a une sorte de griserie cinétique. Il y a une sorte de jouissance authentique au fait d'être pressé. Dans les hôpitaux, il y a des services dits d'urgence. Mais on peut inverser la proposition et se rendre compte que l'urgence nous rend des services, au sens où elle nous fait nous sentir davantage vivants. Et simplement, il y a des cas où
cette jouissance est tellement forte qu'elle devient addictive. Et se sentir pressé comme un citron et boire le sucre ou le suc qui en sort, ça peut être quelque chose qui a le même effet qu'un produit dopant et même carrément une drogue. Et dans tous ces cas, qui sont très divers, on parle de course contre la montre. Alors je vais faire là quelque chose que je ne dois pas faire, c'est sortir des notes. J'ai pas le temps de réviser mon texte, mais comme je suis dans une école où je suis professeur, j'estime que j'ai le droit de faire le mauvais élève. Bon. Donc la question est, on parle de course contre la montre, est-ce que c'est la bonne façon de dire ? Quand on dit ça, on sous-entend, de façon implicite donc, que la montre serait l'emblème suprême du temps, que la montre serait un objet plus temporel que tous les autres. On croit même que quand la montre s'arrête, le temps s'arrête. Et donc la montre est ce qui incarne à nos yeux le temps même. Mais est-ce qu'on a raison de montrer ou de croire que le temps montre une présence plus forte dans tout ce qui relève de l'horlogerie ? Posons-nous la question sérieusement. Que montre une montre ? Du temps, répondent sans hésitation ceux qui ont la langue bien pendule. Tel un certain Martin Heidegger, grand philosophe qui dit toujours des choses avec des mots compliqués, qui prétendait, lui, que le temps se donne à voir, je le cite, dans la présentification de l'aiguille qui avance. Mais est-ce qu'il avait raison ? Est-ce que les montres montrent le temps ? Bien sûr que non. Elles le travestissent en modifiant son essence. C'est-à-dire qu'elles nous conduisent à l'assimiler au mouvement parfaitement régulier de l'aiguille. Mais ce faisant, elles montrent non pas le temps même, mais un avatar de l'espace, une doublure de la cinématique. Alors vous me direz, oui, mais les horloges, les montres, mesurent également des durées. Non, le fait de représenter les durées par le biais d'un mouvement spatial masque, même si c'est convaincant, le moteur caché, qu'on appelle justement le temps, qui fait que chaque instant présent, dès qu'il se présente, est remplacé par un autre instant présent, qui prend donc sa place, et qui lui-même devra se retirer aussitôt pour laisser la place au suivant. Et c'est le moteur de ce renouvellement permanent qu'on appelle le temps. Est-ce qu'il est montré par les montres ? Non. Et donc la conclusion, c'est que les montres ne montrent pas le temps. On peut le dire d'une façon plus agréable à l'oreille, le temps loge hors de l'horloge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de temps dans les montres qu'il n'y en a à l'extérieur des montres. Ça veut dire que, en fait, nous ne percevons jamais le temps, nous ne le voyons jamais comme un phénomène brut. Nous ne voyons que ses effets, ses habits, ses atours, toutes sortes de choses qui nous trompent sur sa véritable nature. Mais ce qu'on comprend ensemble en disant cela, c'est que ce qu'on appelle abusivement une course contre la montre, en fait, c'est une course qu'on mène à l'intérieur du temps même, contre le temps, tout contre même. Et je dirais même tellement tout contre qu'on ne peut aller ni plus vite que lui, ni moins vite que lui. Alors, le temps, c'est un sujet qui aujourd'hui est très à la mode. Je ne sais pas si vous connaissez ce poème d'André Breton qui s'appelle « Le Verbe être ». C'est un poème, si ma mémoire est bonne, non pas que j'étais né à l'époque, mais si la mémoire que j'ai de mes lectures est juste, qui a été écrit dans les années 30. Et ce poème contient cette phrase « Il fait un temps de temps ». Alors cette phrase est encore plus vraie aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait vraiment un temps de temps. On a l'impression que le temps, c'est la grande préoccupation de notre époque. J'en veux pour preuve qu'on organise de multiples colloques qui interrogent la nature du temps.
Mais il faut être honnête. Nous parlons du temps, nous méditons sur le temps, sans jamais trop savoir à quel type d'entité nous avons affaire. Est-ce que le temps est une substance? Est-ce que c'est un fluide? Est-ce que c'est une entité physique? Est-ce que c'est le paramètre T? Est-ce que c'est simplement un mot? Est-ce que c'est un produit de la conscience ou de la psyché? Ça fait un peu plus sérieux. Est-ce que c'est un produit culturel ou un produit de la culture? Toutes ces thèses, toutes ces hypothèses sont défendues ici ou là. Il y a même des gens qui pensent que le temps est une illusion. Et sans doute sont-ils encouragés inconsciemment, je veux dire à l'insu de leur plein gré, par une anagramme. L'anagramme de « le temps est une illusion ». Vous prenez les lettres, vous changez leur ordre, et si vous avez de la chance, vous tomberez sur l'anagramme qui est « où se pillent les minutes ». Le temps est une illusion où se pillent les minutes. C'est les mêmes lettres dans un autre ordre. Et je pense que cet anagramme résume assez bien le sujet qui nous rassemble, la course du temps, même si, s'il est vrai que le temps est une illusion, on ne voit pas très bien ce qu'on pourrait piller à l'intérieur. Alors, c'est devenu une banalité. On constate aujourd'hui que l'urgence s'est liquéfiée. Elle s'infiltre partout. Elle colonise tous les aspects de la vie, notamment des personnes les plus actives. Et nous-mêmes constatons que nos agendas sont sursaturés, que nous sommes des cybergédéons ou des turbo-bécassines, comme le disait Gilles Châtelet, un mathématicien qui était venu donner quelques cours à l'école centrale il y a quelques années, constatant que tout fonce, à commencer par nous-mêmes, nous nous exclamons « le temps s'accélère ». Comme si le temps épousait le rythme de nos trépidations. Comme si le temps suivait les trépidations de notre emploi du temps. Comme si le temps nous courait après, un peu énervé, armé d'une pique ou d'une fourche pour nous châtier. Vous voyez qu'il y a là quelque chose d'assez bizarre qui est que nous n'hésitons pas à parler du temps comme s'il avait une vitesse, voire une accélération. Alors vous êtes bien placé pour savoir qu'une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc comment est-ce qu'on pourrait définir la vitesse du temps? Il faudrait dire comment est-ce que le cours du temps s'écarte du cours du temps, c'est-à-dire s'écarte de lui-même. Et ça ne pourrait se dire que par le biais d'une tautologie. On dirait, par exemple, le temps est cette chose mystérieuse qui avance de 24 heures toutes les 24 heures. Et on serait bien avancé. Donc, le concept de temps, ou de vitesse du temps plutôt, n'a aucun sens. Pas plus que le concept d'accélération du temps n'en aurait. Une seconde d'aujourd'hui dure exactement la même durée qu'il y a 20 ans. D'ailleurs, la seconde se définit très exactement par le fait qu'elle dure très exactement une seconde. N'empêche que le succès de cette expression fautive, le temps s'accélère, en dit long sur le rapport que nous entretenons avec notre époque. Proclamer que la vitesse du temps augmente, sous prétexte que le rythme et la quantité d'informations, d'échanges, d'interactions que nous pouvons avoir, c'est fabriquer un raccourci très trompeur qui vient insidieusement modifier le rapport psychique que nous avons avec le présent. Nous nous sentons constamment en retard par rapport à je ne sais quel rythme qu'aurait le monde, une sorte de rythme propre qui serait le rythme du monde vis-à-vis duquel nous ne pourrions être qu'en retard. Et ce retard irrattrapable, évidemment, il nous culpabilise, il faut que je mette mes notes à l'endroit. Et donc, on a toujours l'impression de stagner, d'être en retard par rapport au monde, sans être capable de dire ce qui détermine cette cadence folle que nous croyons devoir suivre.
En réalité, nous sommes beaucoup moins victimes d'une prétendue accélération du temps que d'une superposition de présents multiples. Tandis que nous travaillons avec notre ordinateur, nous consultons notre téléphone, nous écoutons la radio, regardons des vidéos, tout en pensant à autre chose. Et quand nous sommes capables psychiquement de gérer cette multitude de stimuli ou d'injonctions qui peuvent être contradictoires, nous avons le sentiment d'exister davantage, d'être important, on gère. Mais au contraire, quand on est dépassé, alors on est complètement écrasé par le fait qu'on n'arrive plus à définir parmi toutes les choses qui nous incombent, qu'on nous demande, une priorité. Et il ne faut pas oublier que tout le monde ne court pas au même rythme. Tandis que certains se consument dans cette course contre la montre dont on parle, d'autres s'ennuient à mourir. D'autres encore, parfois les mêmes, trouvent le temps de passer 5 heures par jour devant la télévision. Et donc, en matière d'intensité existentielle, nous sommes très très loin de l'égalité. Pensez à la vie, au rapport au temps des prisonniers, des malades, des vieillards. En théorie de la relativité, comme je l'ai dit, le décalage des horloges résulte de leur mouvement relatif dans l'espace. Quand on se déplace par rapport à quelqu'un, le temps qu'on emporte avec soi se désynchronise de celui de la personne qu'on a laissée. Mais ce ne sont pas nos déplacements relatifs qui créent le fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes que très rarement synchrones. Nous pouvons être ensemble à plusieurs au même endroit, sans être pour autant connectés au présent de la même façon. Chacun pourra vivre selon son propre temps propre, si j'ose dire, en choisissant ce à quoi il va porter attention, ce à quoi il va s'occuper. Autrement dit, notre société, grâce aux appareils portatifs que nous avons tous, a pu fabriquer ce que j'appellerais une entropie chronodispersive. C'est-à-dire que chacun peut désynchroniser son temps propre de celui des autres par le seul fait qu'il a les moyens de singulariser par rapport aux autres ce qui va attirer son attention. Et ça m'amène à dire que quand nous disons aujourd'hui « je n'ai pas le temps », très souvent, nous mentons. Je veux dire par là que nous avons une espérance de vie beaucoup plus grande que nos ancêtres. Et dans cette longue durée de vie que nous avons, les temps de loisirs sont beaucoup plus importants que ceux dont disposaient nos ancêtres. Mais la raison principale, c'est justement que nous avons du temps libre. Beaucoup de temps libre. Et le temps libre, c'est ce à l'intérieur de quoi on est libre. Et donc quand vous dites « je n'ai pas le temps », vous dites en réalité quelque chose qui n'a rien à voir avec le temps, qui a seulement à voir avec le fait que vous affirmez votre liberté. Si un ami vous demande de faire quelque chose, ou votre patron, plutôt un ami d'ailleurs, quand vous lui dites « je n'ai pas le temps », en fait ce que vous voulez dire c'est « mon ami, j'ai tout à fait le temps de faire autre chose que ce que tu me demandes. » Et donc, tu ne vas pas venir déranger la liberté que je me suis choisie. Alors, encore une fois, il faut être honnête. Nous ne nous laisserions pas déborder autant si nous n'aimions pas cela au moins un peu. Et donc, quand on cède si facilement à quelque chose dont on se plaint par ailleurs, c'est sans doute qu'il y a un peu de métaphysique cachée là derrière. Il suffit de nous observer. Quand nous sommes coincés dans les embouteillages, nous pestons à l'idée que des morceaux entiers de temps nous passent sous le nez sans qu'on puisse en tirer le moindre profit. Nous
nous sommes exaspérés par tous les frottements du quotidien, car du temps vécu, nous voudrions occuper tous les instants d'une façon rentable. Puisque nous ne sommes rien d'autre que notre vie, il y a urgence à la réussir, à lui trouver un sens. Il s'agit donc de n'être jamais inerte et de se donner corps et âme à l'imminence du futur. En fait, je crois profondément que si nous cédons si volontiers à l'urgence, c'est tout simplement parce qu'elle nous donne le sentiment de densifier nos existences. L'urgence nous leste, elle nous ancre dans le réel. Elle nous ontologise en quelque sorte. Alors je me garderai de conclure d'une façon trop ferme. Pourquoi ? Parce que ces choses-là ne sont pas simples. Par exemple, il arrive que la vitesse soit vécue comme un remède frontal contre l'urgence. Je pense au TGV. Est-ce que vous avez remarqué que dans les TGV, les visages des voyageurs sont sereins ? Comme si le fait de savoir et non pas de sentir qu'on va très vite permettait enfin de prendre son temps. Il y avait d'ailleurs un slogan publicitaire de la SNCF qui a été abandonné depuis, mais qui est une sorte d'injonction paradoxale. Le slogan, c'était, pour vanter le TGV, « Prenez le temps d'aller vite ». D'accord ? Et c'était assez subtil parce que nous avons tendance à associer la tranquillité d'esprit à la lenteur, à la léthargie. Et ce qu'a compris la SNCF, c'est que quand on fonce dans un TGV, en fait, on fonce calmement, sans hâte, comme si le principe d'inertie ne s'incarnait vraiment qu'au-delà de 300 km par heure. Alors, au fond de nous-mêmes, nous le savons bien, nous savons que l'agitation n'est pas le plus court chemin vers la création. La création suppose ce que Paul Valéry appelait des loisirs non chronométriques. Pour être créatif, il ne faut pas être pris par la montre. Et en préparant rapidement cette intervention, victime que j'étais d'une course contre la montre, j'ai trouvé une lettre écrite par le peintre Fernand Léger, qu'il adresse à son ami Le Corbusier, grand architecte, dans lequel il explique que les choses importantes ne se font que si elles sont imprégnées de lenteur et de recul. Je le cite. « La vie sérieuse, écrit-il, marche à 3 km à l'heure, c'est-à-dire au pas d'une vache sur une route. Le danger d'une vie comme la nôtre, c'est de croire aux 1200 km à l'heure de l'avion et de penser que ce truc-là change quoi que ce soit à la création, que celle-ci soit artistique ou scientifique. La création est toujours contrainte par la règle des grandes forces naturelles. Un arbre met 10 ans à devenir un arbre. Et un grand tableau, et un beau roman, et une belle invention, du 3 km/h, monsieur, et encore. Nous sommes tous conscients de la vérité de cette vérité. Et c'est pourquoi chacun d'entre nous se sent régulièrement, se prend à rêver d'un monde atemporel où il pourrait s'épanouir et inventer à l'abri des soubresauts de l'empressement. La question est, en pratique, comment faire ? Je n'ai pas de solution, je n'ai pas de recette personnelle à vous livrer, mais je connais quelqu'un qui prétend avoir trouvé une solution. Ce quelqu'un s'appelle Erwin Schrödinger, qui était l'homme d'une équation célèbre, et de plusieurs femmes. La superposition quantique, il savait ce que c'était. Et il prétendait trouver une solution pour arrêter la course contre le temps. Et il dit pour cela, il suffit d'un baiser sincère. Je le cite. Aimez une fille de tout votre cœur et embrassez-la sur la bouche. Alors, dit-il, le temps s'arrêtera et l'espace cessera d'exister.
Je vous laisse chacune et chacun d'entre vous juger pour son propre compte, à condition que ce ne soit pas un compte Twitter, de la pertinence de cette recette. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ma course contre la montre, dont j'espère vous avoir démontré qu'elle n'en était pas une. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, vous n'avez pas pris le temps, c'est le temps qui vous a pris.